Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À l'air libre. Salut Amélie. Salut Mathieu. Amélie Poinceau, journaliste au pôle écologie de Mediapart. Quel est ton programme dans la deuxième partie de l'émission? Alors nous allons parler autonomie alimentaire, un sujet qui a pris une lumière nouvelle pendant le confinement, notamment avec la fermeture des frontières et l'interdiction des marchés de plein air. Et dans la première partie d'À l'air libre, nous recevons le secrétaire confédéral de la CGT, Philippe Martinez, l'ancienne ministre écologie Cécile Duflot, aujourd'hui directrice de l'ONG Oxfam France. Leurs organisations et 18 autres syndicats et ONG viennent de dévoiler 34 mesures pour un plan de sortie de crise. Nous avons, disent-elles, un monde à reconstruire, initiative assez historique entre des organisations qui ont eu par le passé des divergences. On en parlera avec eux. Et puis nous partirons ensuite en Turquie. Notre correspondant Nicolas Cheviron nous parlera de ces médecins syriens qui viennent à la rescousse pour soigner le coronavirus au pays d'Erdogan. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire, alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos informations d'intérêt général. À l'air libre numéro 47. C'est parti. Plus jamais ça, après la crise du Covid, nous avons un monde à reconstruire, disent 20 syndicats et ONG dans un plan de sortie de crise publié ce mardi. Pour la première fois depuis longtemps, il associe des organisations qui ont pu considérer par le passé leurs intérêts comme contradictoires ou parfois opposés. La CGT, à l'image industrielle historiquement pro-nucléaire, aux côtés des jeunes des marches climat et de la Confédération paysanne, mais aussi le syndicat solidaire, des syndicats étudiants et des organisations non gouvernementales. Ils publient donc ensemble 34 propositions détaillées pour sortir de la crise. Pauline Groll, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste politique à Mediapart. Tu as publié un article ce matin sur ce plan de sortie de crise. On va le voir s'afficher et vous pourrez le retrouver sur le site. Pauline, on a vu ces derniers temps beaucoup de tribunes, de textes unitaires circuler. Pourquoi ce plan-là est-il significatif? Alors c'est un plan qui est nouveau et historique même, disent certains. D'abord parce que c'est la première fois que des organisations aux cultures et aux histoires aussi diverses et différentes que la CGT, Greenpeace, Attac, Youth for Climate produisent un document commun avec des propositions à la fois précises et chiffrées sur des sujets qui dépassent en fait leur cœur de métier habituel. Et c'est aussi nouveau parce que les propositions sont radicales. On trouve des mesures d'urgence pour faire face à la crise sanitaire, l'embauche de 100 000 agents du service hospitalier, la régularisation des sans-papiers, la gratuité des masques, mais aussi des mesures de moyen ou plus long terme, le passage à la semaine de 32 heures travaillées, l'instauration d'un revenu minimum à 1 700 euros net par mois, l'annulation de la dette des pays, la restauration de l'ISF, la sortie totale de l'énergie carbonée d'ici 2030, les suppressions des financements publics aux entreprises polluantes. Et c'est nouveau enfin parce que la totalité des partis de gauche, du nouveau parti anticapitaliste au parti socialiste, en passant par la France insoumise et Europe Écologie Les Verts, soutiennent de près ou de très près cette démarche. Alors, avec nous pour en parler, aujourd'hui, deux figures bien connues. Cécile Duflot, bonjour. Vous avez 45 ans, vous êtes ancienne secrétaire nationale des Verts, puis d'Europe Écologie Les Verts de 2006 à 2012, ancienne députée, ministre du Logement sous François Hollande de 2012 à 2014 et désormais directrice pour la France de l'ONG internationale Oxfam qui lutte contre la pauvreté dans le monde. Philippe Martinez, bonjour. Vous avez 59 ans. Bonjour, vous avez 59 ans. Vous êtes secrétaire général de la CGT depuis 2015. Merci à tous les deux d'être avec nous. Première question, quelle est pour vous la mesure d'urgence que le gouvernement ne prend pas et qu'il devrait prendre là, maintenant? Cécile Duflot. Je pense que la mesure d'urgence, elle n'est pas aussi nette que ça. La mesure d'urgence, c'est de se dire que justement, on rompt avec les logiques précédentes. C'est une mesure urgente parce que si jamais on essaye de rattraper les conséquences de la pandémie en utilisant les recettes de la période précédente, on risque d'aggraver la situation. Pourquoi? Parce que ce moment très particulier que nous avons traversé a mis en lumière les inégalités de façon encore plus criante et les a aggravées. Ça vaut pour la France, ça vaut à l'international. Donc aujourd'hui, la question est évidente et c'est pour ça qu'on a essayé de faire l'exercice d'y répondre. Comment on met simultanément en branle des solutions pour répondre à la crise sociale
et à la crise environnementale. Et le spectre d'action, et c'est ce qu'on a montré avec notre document, est très long. Mais je vais me concentrer sur un petit point, parce que c'est surtout celui qu'on met en lumière en disant, oui, mais comment on finance? Eh bien, nous, on a proposé de travailler sur une nouvelle forme de taxation de certains produits financiers, en particulier les transactions sur les actions, sur les produits structurés et sur certains produits dérivés pour 10 pays. Ça dégagerait 36 milliards d'euros par an, dont un peu plus de 10 milliards pour la France. Puisque justement, on a beaucoup de propositions qui sont des mesures de progrès. La question qui nous est renvoyée, c'est comment on les finance. Et justement, dans ce document de travail, on travaille aussi sur comment on peut financer ces mesures et cette transition nécessaire. Il n'y a pas d'argent magique, hein, dit Emmanuel Macron. Philippe Martinez, quelle est justement la mesure d'urgence que le gouvernement devrait prendre aujourd'hui? Je pense que l'ensemble des mesures à court et à moyen terme sont urgentes, mais je vais rester sur le créneau le plus social. Les mesures d'urgence, c'est premièrement la question de la santé et donc de l'hôpital. Et on voit que le Ségur de la santé a démarré hier dans de pas très bonnes conditions, je dois dire. Donc, c'est quel argent pour la santé, pour l'hôpital public, avec quel personnel, combien, il en manque beaucoup, on fait des propositions chiffrées, et puis quelle reconnaissance de leur qualification, et puis plus globalement autour de ce thème-là, certains ont découvert durant cette crise, notamment nos gouvernants, ce qu'on a appelé les premiers de corvée, qui sont mal payés, beaucoup de femmes, à temps partiel, eh bien, c'est effectivement des mesures rapides d'augmentation des salaires. C'est plus qu'urgent, c'est indispensable aujourd'hui. Voilà deux mesures sociales, santé et salaire plus globalement pour tout le monde, qui sont urgentes. Et vous avez bien fait de le souligner, et Cécile l'a rappelé, il y a de quoi les financer. Ce sont des choix en termes de partage des richesses créées dans ce pays. Pauline. Alors, Cécile Duflot, est-ce que vous avez été ministre du Logement, donc voilà, vous avez fréquenté les sommets du pouvoir. Est-ce que vous pourriez nous raconter un tout petit peu aujourd'hui, selon vous, comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel niveau d'impréparation sur l'absence de masques, par exemple, durant la crise sanitaire? Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi dans le passage du monde politique vers l'univers de la société civile, c'est de garder les leçons que j'ai pu retenir de cette période-là, et notamment une espèce de chape de plomb qui pèse sur les décideurs du champ de ce qui est possible. Et le champ de ce qui est possible est très rétréci. Il est notamment très rétréci par des questions budgétaires. Et vous parlez de la question des masques, il se trouve qu'au début du confinement, je crois que c'était un matin très tôt, j'ai réfléchi à cette histoire et j'ai cherché toute seule sur Internet quelques rapports. Parce que, en fait, les éléments existent. Et je pense que l'histoire qui s'est passée, qui a été depuis documentée, puisque vous avez fait des enquêtes, le Monde a fait des enquêtes, a montré comment on a perdu notre stock de masques. C'est des décisions budgétaires très court-termistes qui s'imposent les unes après les autres. Il faut trouver des petites économies au moment des discussions budgétaires entre les ministères dits dépensiers et le ministère du budget, et puis à la fin d'un coup de crayon, on dit bon bah les Prusses, qui était l'établissement public qui gérait, on va leur enlever 3 millions, on va leur enlever 4 millions, et c'est des petites économies de bout de chandelle. C'est même pas rationnel, j'allais dire budgétairement et économiquement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le prix qu'on a payé ces masques qu'on n'avait pas achetés, il est 4-5 fois plus élevé que ce qu'on aurait dépensé si on l'avait fait à l'époque. Mais cette logique budgétaire, elle vaut pour beaucoup de sujets. C'est-à-dire qu'on est obligé de penser à vraiment ultra court terme et de raisonner normes de dépenses, avec une espèce de discours souvent très gênant sur il faut gérer en bon père de famille, attention la dette, etc. Mais en vrai, l'État ne gère pas du tout de façon rationnelle un certain nombre de dépenses. Les partenariats publics-privés, par exemple, qui ont eu une énorme promotion. Pourquoi on fait des partenariats publics-privés? Parce que l'État ne peut pas vraiment amortir ses investissements dans ses comptes. Ça apparaît dans la norme de dépenses. Alors que si vous avez un loyer, il n'y a que le loyer qui apparaît chaque année. Mais si la somme des loyers au bout du compte, elle est 1,5 fois, 2 fois, 3 fois, parfois c'est invraisemblable, la Cour des comptes l'a montré, c'est pas du tout rationnel en termes de décision de politique publique. Et pourtant, la logique budgétaire à l'œuvre pousse à ce genre de décision. Je pourrais aller plus loin sur les questions d'économie d'énergie, par exemple. Investir pour lutter, et ça c'est une de nos propositions, contre la précarité énergétique. Ça a plein de bienfaits.
Ça a plein de bienfaits, notamment parce que ça permet d'économiser de l'énergie, mais ça permet surtout pour les ménages qui souffrent de précarité énergétique d'avoir une vie sociale, de vivre mieux tout simplement. Mais, et ça, on n'y raisonne jamais de cette manière-là, ça fait des économies sur les dépenses de santé. C'est la même chose quand on accueille durablement des SDF plutôt que de multiplier de l'hébergement d'urgence dans des hôtels. Et donc, ce qui me nourrit aujourd'hui, c'est justement de ne pas se sentir limité par « c'est pas possible ». Vous comprenez, c'est pas possible, il faut être raisonnable. En fait, être raisonnable aujourd'hui, c'est être radical. Alors, si on passe au concret, justement, entre cette tension entre raisonnable et radical, justement, par exemple, Philippe Martinez, il y a des menaces fortes aujourd'hui de licenciement dans le secteur automobile, hein, notamment chez Renault. Le gouvernement annonce d'ailleurs son plan de secours, de sauvetage aujourd'hui. Si on prend votre plan, le plan que vous avez élaboré en commun, ces ONG, ces syndicats, par exemple, la proposition 29 de votre plan, c'est l'arrêt du soutien public au secteur polluant. On sait que le diesel, Cécile Duflot notamment, elle a beaucoup dit dans une vie antérieure, tue autour de 40 000 personnes par an en France. Qu'est-ce que vous dites, alors que vous signez ce texte, aux adhérents de la CGT de Bosch à Rodez, qui est le premier employeur de l'Aveyron, qui fabrique des moteurs diesel? Ils risquent de vous dire, voilà, en ce moment, l'urgence, c'est d'abord nos emplois, c'est pas la pollution ou l'écologie. Qu'est-ce que vous leur répondez s'ils sont étonnés que vous signiez ce texte? Premièrement, ça fait longtemps que nous travaillons sur ces questions-là. Il faut se sortir, justement, en allant voir ces salariés, de leur imposer d'en haut l'idée que ils auraient le choix entre leur emploi et la planète. Parce que ce choix-là, il est difficile à faire. Et c'est bien souvent pour ça qu'on se retranche vers l'emploi. Donc, les salariés, ils ont des solutions, et notamment ceux de l'automobile. Ils ont des solutions parce qu'ils connaissent leur métier, parce qu'ils connaissent leur technologie. Et trop souvent, c'est le profit à court terme qui prime sur l'innovation technologique. Et donc, nous pensons plus globalement à travers cette plateforme que c'est l'ensemble de la question de la mobilité qui doit être travaillée en s'appuyant évidemment sur la spécificité des territoires, parce que évidemment le vélo c'est bien, mais c'est pas pratique partout. Je pense à certaines zones très rurales où c'est plus compliqué. Donc il faut raisonner mobilité. Et il y a par exemple en matière automobile, il y a des solutions comme le moteur hybride rechargeable qui conjugue le thermique et l'électrique rechargeable, qui permet par exemple dans les zones rurales de moins polluer parce que c'est de l'électrique, tout en facilitant les transports des salariés. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est imposer une solution dans ce pays à des citoyens qui ont des réalités différentes. Mais on ne peut pas parler de la voiture sans parler du train. Vous savez, il y a eu une longue bataille des cheminots en 2018 sur le service public ferroviaire, et notamment, par exemple, le ferroviaire de marchandises. C'est une vraie question encore aujourd'hui. Il faut revoir le transport ferroviaire, il faut revoir le fret et augmenter le fret. Il faut favoriser les transports publics dans les agglomérations. Or, on voit bien, y compris avec des décisions cautionnées par le gouvernement, que certains développements de transports en commun vont coûter plus cher et vont être réservés à certains. Donc, nous avons et les salariés de Bosch ont des solutions pour améliorer la situation de la planète tout en préservant leur emploi. Et je pourrais vous citer des tas d'exemples. Je pense que là, ce qui fait notre force, justement au contraire, moi je n'ai pas été ministre, Cécile, mais donc je ne peux pas me mettre dans la peau du ministre, mais ce qui fait notre force à nous, c'est d'avoir, et c'est ce qu'on veut préserver, ce lien avec la réalité des citoyens. Il faut s'appuyer sur le véhicule et la réalité des citoyens. Par exemple, et je finirai là-dessus parce que c'est une vraie question, l'industrie qui pue et qui pollue, si vous me permettez, on se bat. Et d'ailleurs, on va essayer, dès qu'on le pourra, de prendre cet exemple, pour qu'une usine comme la Chapelle Darblay, qui est une vieille usine, une vieille industrie, c'est le papier, eh bien, les salariés se battent pour développer le recyclage du papier, par exemple. Et faire d'une zone, c'est autour de Rouen, y compris en englobant la région parisienne, une zone de recyclage de papier journaux où on refait du papier recyclé et en même temps avec les déchets du papier journal, on fait
une centrale biomasse pour chauffer l'agglomération rouennaise. Ouais. C'est une usine qui est au bord de la Seine et à côté d'un dépôt ferroviaire de marchandises. Vous voyez, c'est y compris en matière de transport écologique. Et pourtant, c'est une vieille usine. Eh bien, cette idée-là, elle est née de la volonté des salariés de garder leur emploi tout en préservant la planète. Vous voyez que les salariés ont des idées, les citoyens ont des idées. Mais si on leur dit c'est la mort tout de suite ou la mort demain, le choix est très, très difficile à avoir. Pauline. Cécile, peut-être vous voulez intervenir. Oui, je voulais dire à quel point j'étais d'accord avec Philippe Martinez et à quel point je suis aussi moins heureuse de ce travail en commun. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le dogme dont je parlais, qui a appuyé sur les décisions de politique publique, il a pesé de la même manière dans les entreprises privées. Il y a un débat autour de la question du transport aérien. Mais il faut savoir que presque toutes les compagnies aériennes, il y a 15-20 ans, elles avaient d'autres activités. Notamment, elles avaient toutes des chaînes d'hôtels. Air France avait Méridien. Et pour des raisons qui étaient là aussi très dogmatiques, on leur a dit core business, c'est-à-dire recentrez-vous sur votre cœur de métier, pour des raisons très financières. Moi, je me souviens d'une discussion avec Jean-Louis Beffa. Jean-Louis Beffa, qu'on ne peut pas imaginer être un révolutionnaire gauchiste, qui expliquait qu'il avait dû vendre les activités de Saint-Gobain, ancien patron de Saint-Gobain. Le patron de Saint-Gobain à l'époque, qu'il avait dû vendre les activités de verre creux, c'est-à-dire de bouteilles, parce que les financiers disaient c'est deux métiers différents, soit vous faites du verre plat, soit vous faites du verre creux. C'était une activité rentable, des usines qui fonctionnaient bien. Et donc, là où c'est tout à fait vrai, c'est que souvent les salariés ont des solutions pour évoluer, parce que les salariés qui fabriquent des moteurs diesel, ils savent fabriquer autre chose. Ils ont une grande expérience, une grande expertise, un grand savoir-faire. Les salariés d'Air France, on continuera de faire voler des avions, mais pas quand on peut faire circuler des trains avec un bilan énergétique et un bilan environnemental qui est bien meilleur. Toutes ces solutions, elles existent, et je pense que là où c'est aussi une démarche intéressante, c'est de se dire, laissons les possibilités, les énergies se libérer. Sortons, parce que vous avez dit opposer radicalité et raisonnable. En fait, justement, cette idée qu'il y a quelque chose de raisonnable, c'est imposé dans les esprits des politiques et des dirigeants d'entreprise. Pas de tous, hein. Certains sont quand même assez ouverts et ont compris que les temps changent. Mais ça n'est pas raisonnable. C'est ça qui m'importe de dire, c'est que ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable eu égard à la catastrophe climatique qui nous attend. Ça n'est pas raisonnable eu égard à la catastrophe que représentent les inégalités qui s'accroissent. Ça n'est pas raisonnable que le logement pèse pour 60% du budget de certaines familles. Il y a des tas de choses qui sont en fait pas raisonnables et qui ne sont pas une fatalité. C'est le résultat de choix ou de non-choix politiques. Et c'est exactement ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a un autre chemin possible. L'exemple qui vient d'être cité, j'ai eu la même discussion avec Beffa il y a quelques temps aussi, où c'est les actionnaires qui ont imposé un choix à l'entreprise, alors que il y a quelques années, alors que le débat aujourd'hui entre le plastique et le verre, il est tranché. Et donc, vous voyez, quand c'est les actionnaires qui décident des choix à court terme, eh bien, on a des catastrophes sociales et des catastrophes écologiques, puisque l'activité vert a été abandonnée, en tout cas l'embouteillage, etc. Oui, le 20 mai dernier, vous avez organisé une conférence sur Zoom avec tous les responsables de partis politiques de la gauche et de l'écologie. Il y avait autour de la table Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Julien Bayou, Olivier Besancenot, Raphaël Glucksmann ou Claire Monod de Génération. Est-ce que vous parlez la même langue avec eux? Est-ce que vous pensez, quelle relation vous comptez entretenir avec eux dans cette nouvelle ère post-Covid, et peut-être Cécile Duflot spécialement avec Europe Écologie Les Verts, qu'on n'a pas spécialement entendu de manière très forte ces derniers temps, alors que pourtant il y avait plein de questions écologiques sur lesquelles sans doute rebondir, mais on ne les a pas trop entendues. Donc est-ce que vous les voyez comme des partenaires, comme des alliés, ou est-ce que finalement vous n'êtes toujours pas dans le même monde en fait? Alors, déjà, moi, je n'ai pas d'avis à donner sur ce que fait Europe Écologie Les Verts, pas plus que le Parti Socialiste ou que d'autres. En revanche, ce que je sais, c'est que nous sommes des ONG et des syndicats qui sommes déliés de tout enjeu électoral immédiat. Ce n'est pas ça notre agenda. Notre agenda, c'est de travailler ensemble. On n'a pas de problème pour échanger avec les partis politiques. C'est ce qu'on a fait, mais chacun a son rôle. Et nous, notre rôle, c'est de faire bouger la société, c'est de faire des propositions concrètes, et c'est ce à quoi on s'est employé. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que c'est aussi un moment intéressant, parce que je pense qu'un certain nombre de responsables politiques s'interrogent, se posent des questions.
Et celle qui me semble légitime, c'est de savoir comment on fait justement pour traduire en acte ces aspirations. Parce qu'on est quand même dans un mouvement politique très troublé, on voit ce qui se passe à l'international. Il faut quand même se dire que si on ouvre un peu les yeux sur ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, des crises aussi brutales que celles qu'on a vécues avec les Gilets jaunes, fortement nourries de la question des inégalités, sont arrivées au Liban, au Chili, dans beaucoup de pays. Donc on ne vit pas quelque chose de différent. Et l'autre élément qui n'est pas différent, c'est la crise climatique qui est déjà là et la catastrophe qui nous menace. Donc la question, c'est de savoir comment on change d'échelle, comment on agit. Nous, on travaille sur ces propositions et ensuite, on a ce dialogue qui s'est installé, qui était respectueux et intéressant et qui fait que commencer. Mais on assume chacun notre rôle et c'est comme ça aussi que les choses fonctionnent bien. Un dialogue et peut-être des actions en commun. Il peut y avoir des actions en commun sur des sujets spécifiques, ça peut arriver, mais là, le sujet, c'est vraiment d'aller au fond des choses, parce que je pense qu'il faut, comme on a besoin de cette transformation, on a besoin qu'elle arrive dans les actes, on n'a pas besoin de proclamations, de grandes envolées, il faut que ce soit les pieds dans la gadoue, et justement qu'on soit au plus près des salariés, au plus près des femmes qui ont été aux avant-postes. Plus de 75% des femmes occupent les métiers du soin, notamment les métiers d'infirmière, d'aide aux personnes âgées. Donc, toutes ces questions-là, c'est des questions très, très réelles qui peuvent avoir des applications immédiates et sur lesquelles nous sommes prêts. Philippe Martinez, est-ce qu'il n'y a pas quand même un enjeu? Vous êtes un syndicat, il y a la charte d'Amiens, on connaît tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un enjeu dans le contexte politique aussi dans lequel nous sommes aujourd'hui? Comment vous voyez les choses? Est-ce que la CGT sera partie prenante pour construire une sorte de coalition qui pourrait permettre en fait l'alternative au néolibéralisme d'Emmanuel Macron et à l'extrême droite? Ça va être toujours le même jeu en 2022 finalement qui va être devant nous. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet enjeu-là? Et comment vous vous situez par rapport à ça? Nous, et je pense je sais qu'on est tous d'accord dans la plateforme. Moi, j'attends que les partis politiques ils jouent leur rôle de parti politique, rien de plus. Mais c'est déjà beaucoup. La deuxième chose, c'est qu'on a mis des propositions. Pardon? Vous trouvez qu'ils ne le font pas assez quand vous dites ça? Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. La deuxième chose, c'est que nous, on a mis des propositions concrètes sur la table, des propositions immédiates et des propositions plus pour le lendemain. Il se trouve que chacun, individuellement, vous les avez tous cités, nous ont écrit pour dire « c'est vachement bien ce que vous avez fait et tout, il faut qu'on se rencontre ». Eh bien, on leur a dit « chiche, mais on va se rencontrer tous ensemble, pas les uns après les autres ». La troisième chose, c'est qu'ils sont tous surpris que des organisations aussi différentes que la CGT, que Greenpeace, que Oxfam, aient été capables, et dans la durée maintenant, de travailler ensemble. Et ils sont admiratifs. Et donc, on leur a dit, si nous, on a le même objectif, pourquoi vous n'auriez pas l'objectif, ensemble, de mettre en œuvre des propositions qu'on vous met sur la table, c'est-à-dire jouer votre rôle politique. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on est, je vais reprendre un terme historique, les courroies de transmission de je ne sais qui. Il s'agit de dire, voilà, nous, on a fait du boulot. Vous, qui trouvez ça bien, qu'est-ce que vous en faites? Mais en étant conscient, en tout cas, je pense que là aussi, on est tous d'accord dans la plateforme, de dire, il faut aussi de la mobilisation des citoyens, quelles qu'elles soient, les mobilisations climatiques, sociales, etc., etc., parce que les choses ne changeront pas si les citoyens ne s'emparent pas de ces questions. Une question rapide à tous les deux avant de conclure. Faut-il un candidat unique, de gauche, écolo, tout ce que vous voulez, pour 2022 face à Macron et Le Pen et à la droite? Est-ce que ce n'est pas aussi l'urgence aujourd'hui? Cécile Duflot. Je vais répondre comme Philippe. Je suis assez tentée de dire faites votre boulot. Enfin, je pense que nous, on a un sujet à faire et très important là où c'est très nouveau. C'est qu'avant, et pour le coup, vous avez fait référence, vous pouvez dire ah oui, non, mais on est assez d'accord avec ce que disent les associations environnementales, mais là, on ne peut pas parce que les syndicats ne sont pas du tout d'accord. Maintenant, avec ce travail qu'on fait, ce jeu où on tire un coup sur cette corde, un coup sur l'autre corde, ce sera plus possible. Donc ça, c'est notre part. Et peut-être qu'il y a une question, le terme exemplarité, je l'aime pas, mais en tout cas, on a fait ce pari-là. Et je crois aussi beaucoup au
au facteur humain, c'est-à-dire à la capacité que chacun se mette en danger. Moi, je pense que le rôle que joue Philippe Martinez aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup de simplicité, il est assez historique parce que j'ai vécu avec ses prédécesseurs, avec des moments où c'était compliqué. Je reconnais la prise de risque, comme elle peut Vous exister. voulez dire de s'engager sur les questions environnementales, par exemple? Exactement. Davantage. De se dire voilà, et de dire, mais on fait ensemble. Enfin, et notre travail est très solide. Donc, je ne crois pas aux trucs fabriqués ni aux principes énoncés comme ça, c'est telle et telle solution. Je pense que dans nos réflexions, il y a aussi la question démocratique. Et je crois aussi profondément, parce que je l'ai vécu avant, qu'on ne fera pas advenir une société plus écologiste, plus juste socialement, par le haut, par quelques-uns qui décident, ou même par un seul ou une seule président tout seul. C'est par le mûrissement, la motivation, la mobilisation de la société, par la transformation de certaines entreprises en coopératives où les salariés prendront la main pour gérer cette transition écologique. C'est tout ça qui fera advenir la société, en tout cas que j'espère, une économie plus humaine, une société qui correspond aux aspirations. Et ça, c'est notre rôle. Et moi, je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Pour le coup, moi, je suis... pardon, Philippe, mais pour moi, c'est encore plus facile. J'ai eu un autre rôle dans la partie précédente de ma vie. Je vous aurais répondu différemment et j'aurais même répondu sans doute assez franchement à votre question. Mais aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est que justement, on se tienne la main dans ce collectif, qu'on avance, qu'on fasse des propositions, qu'on soit là où on ne nous attend pas. Parce que finalement, peut-être, et donc là, je vais peut-être mettre une pierre dans le jardin des responsables politiques, peut-être que ça les dérange. Peut-être que c'est un peu gênant qu'on arrive justement, en venant d'histoires si différentes, à travailler ensemble et à travailler sur un corpus de propositions communes. Et j'ai pu sentir chez certains quelques réticences. Mais ça, vous les inviterez, vous leur poserez la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les femmes qui travaillent dans des temps partiels contraints soient mieux payées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient logés dans de bonnes conditions. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Ce qui m'intéresse, c'est que les enfants qui naissent aujourd'hui ne vivent pas dans un monde à plus 4 degrés où on n'aura pas d'endroit où s'abriter. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on réinverse la courbe où la faim dans le monde recommence à augmenter. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Et le moyen, la méthode, celle en tout cas où je pense que nous sommes à notre place, c'est justement de dire voilà comment on peut faire. On est en train de travailler sur un mode d'emploi. Peut-être que c'est très nouveau, sans doute. Je n'ai pas d'exemple précédent et j'en suis très heureuse. Et donc, du coup, on va concentrer toute notre énergie là-dessus. Et pour les champions du monde, et je mets pas au féminin à dessein, puisque visiblement, c'est une spécialité masculine qui pense qu'ils sont la solution. Je n'ai pas de réponse autre à vous donner. Merci beaucoup à tous les deux. Non, je veux entendre Philippe, moi. Pardon, j'ai parlé trop longtemps. Je voulais que Philippe, c'est trop fastoche. Alors, allez-y, Philippe. Non, moi, l'expérience nous montre que les hommes ou les femmes, j'allais dire présidentielles, providentielles, on a déjà donné, ou certains ont déjà donné. Et donc, nous, on a travaillé, on a des propositions concrètes. Eh bien, je le redis, à eux de jouer. En tout cas, nous, et c'est partagé, on fera en sorte que les citoyens s'emparent et fassent vivre nos propositions très concrètement, près de chez eux, dans leur usine, dans leur service, dans leur ferme, etc., etc. Chacun son boulot, chacun dans son rôle. Mais évidemment, je pense que la politique en général a une forte responsabilité dans la période, avec ce qu'a rappelé Cécile Duflot, de ce qui se passe dans le monde, y compris un certain nombre de dirigeants qui font des choix et sociaux et environnementaux, mais en général, ça va ensemble, contraire aux intérêts des populations. Merci beaucoup. On arrête là. Merci à tous les deux. Cécile Duflot, directrice générale en France de l'ONG Oxfam, et Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Nous suivrons cette initiative. Merci beaucoup à toi, Pauline. Bonjour Nicolas Cheviron. Salut Mathieu. Correspondant de Mediapart en Turquie. Nicolas, on est toujours très heureux de te recevoir dans À l'air libre. Tu prépares pour Mediapart un article à paraître bientôt sur ces médecins syriens qui soignent le Covid-19 dans les hôpitaux turcs. Histoire assez surprenante. Nicolas, déjà, où en est aujourd'hui la crise sanitaire en Turquie? Quelques mots. On peut dire que la Turquie, en termes de Covid, c'est un petit peu une équipe de milieu de classement. Au niveau mondial, en termes de cas recensés, elle doit être gravitée autour de la 10e place, avec 160 000 cas. En termes de morts, par contre, ça fait beaucoup moins proportionnellement. Elle est à peu près à 4 400, ce qui peut s'expliquer par le fait que le virus est arrivé plus tardivement en Turquie, que le pays a eu le temps de se préparer ses hôpitaux. Elle n'a jamais été vraiment en stress au niveau de ces hôpitaux. Donc aujourd'hui,
on a une très nette baisse du nombre de cas. On doit être à peu près à 30 par jour, 30 morts, 1000 nouveaux cas décelés par jour. Néanmoins, les autorités restent très prudentes. Là, on est dans une phase de fête, des fêtes de la fin du Ramadan. Normalement, c'est l'occasion pour toute la population de visiter les uns les autres, la famille, les amis. Et pendant 4 jours, le gouvernement a décidé de complètement bloquer ça. C'est le confinement intégral. Aujourd'hui, les rues d'Istanbul sont totalement vides. D'accord. Dans cet article, donc, tu racontes une histoire assez passionnante, une histoire à la fois d'exil, mais aussi de solidarité, des médecins syriens, le pays voisin, chassés de leur pays par la guerre, qui sont employés par les hôpitaux turcs pour aider à soigner les malades du Covid. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui donc près de 4 millions de Syriens qui vivent en Turquie, et puis parmi eux, effectivement, de nombreux spécialistes et des médecins, donc plusieurs centaines, plusieurs milliers même de médecins et de personnel de santé, qui aujourd'hui sont au chevet des patients turcs dans Alors, cette lutte contre le Covid. justement, tu as parlé et qui ont des compétences extrêmement poussées en médecine, puisque le système syrien de médecine il y a de très bons médecins évidemment en Syrie. Alors, tu as parlé à un de ces médecins justement, Yahya Abdulrahman, il s'appelle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire, qui est, comme je l'ai dit, une histoire d'exil aussi, bien sûr? Tout à fait. Donc, Yahya, c'est un jeune homme, en fait, un tout jeune médecin, il a 29 ans. Il a obtenu son diplôme de médecine en 2018 à peine. Et là, il venait de commencer sa spécialité dans les maladies respiratoires dans un hôpital de Stamboul-Yot quand est survenue l'épidémie de Covid en Turquie. Alors évidemment, sa spécificité, c'est qu'il est syrien. Il a fait 3 ans de médecine à l'université d'Alep, qui ont été interrompus brutalement en 2011, quand ont commencé les manifestations contre le gouvernement du président Bachar el-Assad, et surtout cette répression extrêmement sanguinaire qui a suivi les manifestations. Donc lui-même raconte comment il a perdu de nombreux amis, de nombreux étudiants qui ont été soit abattus dans la rue par les troupes d'Assad, soit arrêtés, torturés à mort, parce qu'ils avaient pour seul tort d'avoir soigné des manifestants. Donc après 2 ans passés dans une petite ville du nord de la Syrie, où il a travaillé comme pharmacien, il a fini par passer en 2014 en Turquie, où il a un peu galéré au début, parce qu'évidemment, il ne maîtrise absolument pas la langue, mais il a eu cette chance de pouvoir finir ses études en Turquie, être diplômé et aujourd'hui donc pouvoir travailler dans la lutte contre le coronavirus. Alors, Nicolas, comme tu l'as dit, il y a près de 4 millions de réfugiés syriens en Turquie, ce qui est important par rapport à la population turque, il faut toujours le rappeler, par rapport au débat qu'on peut avoir ici en France. Ça suscite néanmoins cette présence importante de réfugiés syriens, des tensions importantes dans la société turque. Et ce que tu as découvert, c'est que ces médecins se sentent aussi investis de l'idée d'apaiser quelque part ces tensions ou les préjugés contre les Syriens qui peuvent exister dans la société turque. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais quand même un peu relativiser sur cette question des tensions, c'est-à-dire que de manière générale, les Turcs jusqu'à présent se sont montrés assez exemplaires dans leur accueil des Syriens. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques exemples de violence, notamment l'été dernier à Istanbul, plusieurs magasins syriens ont été caillassés par la foule à la suite de fausses rumeurs concernant une jeune fille turque qui aurait été molestée par des Syriens, mais ça reste quand même l'exception. Donc il y a des tensions, certes, qui sont plus liées en fait au marché du travail, au fait que l'afflux massif de la main-d'œuvre syrienne a fait baisser les salaires, donc c'est difficile pour les familles à petits revenus en Turquie de gérer ça. Mais néanmoins, donc on peut dire que les Turcs se sont bien comportés. Et alors, néanmoins, ces tensions existent. Elles ont été récupérées à des fins politiciennes, on peut le dire aussi. Lors des élections municipales, par exemple, l'été dernier, les partis d'opposition, évidemment, ont profité de la question syrienne pour attaquer le gouvernement. Lui-même a utilisé les Syriens comme bouc émissaire pour justifier la perte d'Istanbul. Erdogan a notamment organisé des rafles après la perte d'Istanbul. Le père de la mairie d'Istanbul, qui a été gagné par un opposant. C'est ça, exactement. Donc pour la première fois depuis 25 ans, la ville est partie au centre-gauche. Et Erdogan, suite à ça, donc, a estimé que c'était à cause des Syriens. Et on a fait déplacer plusieurs milliers, raflés à Istanbul pour les déplacer vers d'autres départements. Donc, face à cette situation, effectivement, il y a plusieurs initiatives qui ont vu le jour de la part de médecins syriens
qui ont constitué des listes de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants, donc plusieurs centaines de personnes prêtes à travailler volontairement, gracieusement, contre le coronavirus dans toute la Turquie. Par exemple, à Gaziantep, qui est une grande ville du sud, près de la frontière syrienne, avec plus de 20% de la population qui est constituée de réfugiés. Donc, on a 750 personnes comme ça qui ont été dispatchées à travers toute la ville pour effectuer des tests de santé auprès des passants. Alors Nicolas, un petit point peut-être, dernière question sur la situation en Syrie, hein, donc ce pays voisin de la Turquie. On en parle malheureusement trop peu, on en a parlé encore moins avec cette crise du coronavirus, et pourtant ce pays est en proie, on le sait, à un terrible conflit depuis désormais près d'une décennie, et le dictateur Bachar al-Assad est plus que jamais maître du pays. Oui, alors très rapidement sur la question sanitaire, donc officiellement il y a 120 cas de coronavirus en Syrie, 4 morts, mais bon, quand je parle avec mes interlocuteurs médecins syriens en Turquie, aucun ne prend au sérieux ces chiffres, et aucun surtout ne croit en la capacité du régime à dompter cette pandémie. Après, si on parle de politique, on peut dire qu'on est dans une sorte de statu quo depuis le mois de février, et donc depuis la grande offensive qui a été lancée par les armées de Bachar al-Assad contre la dernière poche de résistance de l'opposition, Idlib, donc une offensive qui a été bloquée par l'armée turque, qui est intervenue directement pour empêcher l'avancée des troupes d'Assad. Donc depuis ce moment-là, on est un peu dans un statu quo où les Russes, en quelque sorte, sont les arbitres entre Damas et Ankara. Ce sont un peu eux qui décident. On a l'impression que c'est eux qui vont décider du sort de la guerre, de quand cette guerre va s'achever. Mais on a l'impression qu'ils ne sont pas très pressés non plus, parce que cette situation, finalement, leur profite bien, cette position d'arbitre. Merci beaucoup Nicolas Cheviron, tu es notre correspondant à Istanbul en Turquie. On lira donc cet article dans les prochains jours sur Mediapart. Et ensemble, si tu veux bien, on va regarder ce sketch de J'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi? Oui, c'est ça, c'est leur nom. Gas. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi à la Fnac, ils collent toujours les étiquettes pile sur le résumé du film. Tiens, regarde, écoute. L'histoire de 4. Alors que, soudain, pour mourir. Ça me tente pas. Non, moi non plus. On est où? Excusez-moi, pardon, oui. Sacha, non, en fait, j'ai jamais compris pourquoi, quand on se prend un vent par une fille, elle veut toujours qu'on reste amis. Alors que on n'a jamais été amis, quoi. Pas faux. T'es vachement bronzé quand même. C'est Ibiza, ça. Ah, Ibiza, merci. Merci. J'aime bien ta montre aussi. Oh là là, oh non. Oh, je suis désolée. Oh, t'es trop chaud. Puis toi, tes petits yeux de chaton, là, comme ça, mais ça va pas être possible. Hein. Mais on peut rester amis, par contre, si tu veux. J'ai vu qu'on était vachement à la bourre, là. On va se redresser un petit peu, là. Chut, quoi? J'ai jamais compris pourquoi. Les filles ouvrent tout le temps la bouche quand elles mettent du mascara. Sinon, toi, ça va? Ah. J'ai jamais compris pourquoi, dès qu'on est bien quelque part, on aime toujours que les petites choses. La soirée, mais si, j'ai un enfer. Bonjour. Oui, bonjour. On va prendre 2 petites salades, s'il vous plaît. Du rosé. On va se prendre du rosé. Ah ouais, 2 petits verres de rosé, c'est bien. Puis on finira par 2 petits cafés. Allô? J'ai jamais compris pourquoi, quand on passe un moment agréable, il y a toujours un mec qui se demande si on n'est pas bien là. On n'est pas bien là. On n'est pas bien là? On n'est pas bien là? Sache, j'ai jamais compris pourquoi les filles savent pas voyager léger. Bah tu l'avais pas dit? J'avais dit sac à dos ou valise molle. Salut les gars. Ne vous inquiétez pas, hein, je mettrai mon sac à main sur mes genoux. Ça va être sympa ce week-end. Gas. Petite clope? Petite clope.
Deuxième partie d'Alerte libre, consacrée donc à l'autonomie alimentaire, un sujet qui a pris une lumière nouvelle pendant le confinement, notamment avec la fermeture des frontières et l'interdiction des marchés de plein air, qui a mis en difficulté un certain nombre de producteurs. Alors, dépendance de l'agriculture française aux échanges mondiaux, risque d'approvisionnement, est-ce qu'une autonomie alimentaire est possible et si oui, à quelle échelle? On en discute avec trois invités. Frédéric Courleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome de formation, vous dirigez les études du think tank Agriculture Stratégie. Avec nous également Anne-Cécile Brie, vous êtes ingénieure de recherche et vous faites partie d'un collectif qui s'appelle RMT Alimentation Locale. Bonjour. Bonjour. RMT pour Réseau Mixte Technologique, un réseau d'experts financé par le ministère de l'Agriculture. Et puis avec nous également Nicolas Giraud. Vous êtes producteur de comté dans le Jura et vous êtes également le porte-parole de la Confédération paysanne. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, Nicolas. Est-ce qu'on a une idée, peut-être pour commencer, du degré de notre dépendance alimentaire? Quels sont les produits agricoles que l'on importe le plus en France aujourd'hui? Aujourd'hui, le degré d'importation est important sur certaines filières. Filières fruits et légumes, où on est de plus en plus dépendant des importations pour le coup intra-européennes, donc venant d'Espagne, de Pays-Bas, de Pologne, et ça en raison de coûts sociaux ou environnementaux moins importants dans ces pays-là. Donc les importations se retrouvent arrivant moins cher sur le marché français. Donc fruits et légumes, c'est important et ça le devient de plus en plus. Donc là, il y a un gros enjeu à réacquérir une souveraineté alimentaire. Également en protéines végétales pour alimentation humaine et également alimentation animale. On a une forte dépendance à l'importation. On pense fortement au soja pour les animaux. Et également dépendant sur d'autres filières, mais en partie, j'allais dire, les filières de viande notamment, où on exporte une partie de notre viande bovine, mais on en importe aussi une partie importante, parce qu'on est beaucoup naisseurs, mais pas forcément énormément engraisseurs. Donc, on exporte des animaux vivants et on importe, on réimporte ensuite des animaux finis, des animaux abattus ou finis. Et en viande ovine également de plus en plus dépendant, quasiment autant qu'en fruits et légumes, quasiment dépendant à 50% sur cette filière viande ovine. D'accord, donc a priori, l'autonomie alimentaire, c'est pas encore ça, on n'y est pas encore. Et on a là d'ailleurs un beau paradoxe parce que la France, si je ne m'abuse, est le premier pays producteur agricole au niveau européen. Oui, c'est une certitude qu'on est un pays fort au niveau agricole. Ça c'est une certitude. Mais après, les choix politiques qui ont été faits ont pas été tournés ces dernières décennies vers l'objectif de souveraineté alimentaire, mais plutôt vers l'objectif de produire plus, de produire à un coût qui soit compétitif, comme on nous explique, compétitif avec des guillemets, sur les marchés européens, les marchés mondiaux et aussi le marché national, mais ce n'était pas la production nourricière qui était mise en avant majoritairement, mais plutôt une production à bas coût pour produire un minerai pour l'agro-industrie qui puisse ensuite être transformé, être commercialisé, que ce soit en France, en Europe ou partout dans le monde, avec l'enjeu de produire pour nourrir, mais pas forcément de produire pour nourrir ici. Et c'est là où il nous semble que l'enjeu de souveraineté alimentaire doit être réfléchi. La production agricole doit être repensée, doit arriver à, en premier lieu, avoir une production nourricière, être capable de produire pour nourrir nos populations. Ça ne se fera pas sur toutes les productions, ça ne se fera pas forcément très facilement ou très rapidement, mais pour nous, c'est un enjeu de reconnexion entre un monde paysan
et les citoyens, les consommateurs et nos voisins qui vivent sur nos territoires. On comprend effectivement l'importance de l'enjeu. Là, à présent, je me tourne vers vous, Frédéric Courneux. On se demande aussi combien de temps on pourrait tenir si jamais les importations s'arrêtaient du jour au lendemain. C'est un petit peu la question qu'on s'est posée pendant cette période de confinement. À vrai dire, combien de jours la France peut tenir de manière autonome à l'heure actuelle? Alors moi, j'ai surtout raisonné à l'échelle européenne, parce que je pense que ces questions de sécurité des approvisionnements doivent se penser au niveau européen. Et d'ailleurs, c'est l'un des objectifs de la politique agricole commune que de garantir la sécurité des approvisionnements des Européens. Là, vous faites référence surtout aux matières stockables, hein, telles que les céréales, que ce soit le blé, le maïs, le riz. Qui sont des productions qui ont la particularité d'être récoltées une seule fois par an. Donc forcément, juste avant la prochaine récolte, il y a une période de tension où soit on a assez, soit on a un petit peu limite. Ça s'appelle les stocks de report pour faire la soudure jusqu'à la prochaine récolte. Et là, effectivement, les chiffres sont assez parlants. C'est qu'en fait, l'Europe a les stocks de fin de campagne les plus faibles au monde parmi les grands pays producteurs. On a l'équivalent de 43 jours de consommation en stock de fin de campagne. C'est assez stable sur les 10 dernières années. Et donc, on est très, très loin de stratégies très proactives de grands pays producteurs comme la Chine, comme l'Inde, mais aussi les États-Unis qui ont des niveaux de stock bien supérieurs. À titre de comparaison, en Chine, ils ont l'équivalent de 9 mois de consommation en stock de fin de campagne. Nous, 43 jours. Et, voilà, et donc, globalement, c'est la Chine le stockeur en dernier ressort. 55% des stocks mondiaux de céréales sont en Chine. Il y a des capacités de stockage. Il y a voilà, tout un effort pour éviter les pénuries et assurer une stabilité des prix. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les pays en voie de développement où la part de l'alimentation est conséquente dans le budget des ménages ne peuvent pas supporter des fluctuations importantes des prix. Du coup, ben, c'est à peu près leur première politique macroéconomique que de pouvoir stabiliser les prix. Nous, en Europe, on en est loin. On a une sorte même d'aversion au stock. On ne cesse d'entendre partout dire « Ah, les stocks, ça coûte cher ». Oui, ça coûte cher, surtout quand on n'en a pas ou plus des stocks. Donc, on a une vraie réflexion à conduire au niveau européen pour partager avec les Chinois, avec les Indiens, cet objectif de sécurité alimentaire mondiale en ayant, nous aussi, un niveau de stock suffisant pour arrêter de faire les cigales face à des fourmis. Donc, on fait les cigales, donc on fait la morale, surtout en période d'incertitude comme en ce moment, en disant surtout les fourmis, ne fermez pas vos frontières, qu'on puisse avoir accès encore à vos stocks. Il faudrait aller un petit peu au-delà et participer à l'effort de stabilisation comme on le fait sur le pétrole. C'est assez paradoxal. Les pays consommateurs de pétrole au sein de l'AIE, l'équivalent de l'OPEP, l'OPEP c'est pour les pays producteurs, les pays consommateurs se sont engagés à avoir l'équivalent de 90 jours de consommation de pétrole. Nous, Européens, Français, les différents États membres, ont l'équivalent de 90 jours de stock stratégique sur notre territoire pour éviter des ruptures malencontreuses. On n'a pas le pendant pour l'alimentation. Or, l'alimentation est au moins aussi importante que la sécurité des approvisionnements en pétrole. Ça rappelle évidemment d'autres problèmes qui nous ont occupés depuis le début du coronavirus, en particulier l'approvisionnement en masques et en médicaments. Donc effectivement, il y a des domaines stratégiques qui ne sont pas considérés comme tels encore peut-être par nos dirigeants. Anne-Cécile Brie, je me tourne à présent vers vous, car vous avez produit avec votre collectif de recherche un certain nombre de bulletins depuis le début du confinement, où l'on voit que, contrairement à ce qu'on vient d'expliquer, en fait, du côté des consommateurs, les habitudes semblent être en train de changer. Il y a une prise de conscience et du côté des producteurs aussi, une façon de travailler peut-être qui a changé pendant ce confinement. On a vu notamment le développement de circuits courts qui certes étaient déjà peut-être en progression avant la crise, mais qui là ont eu, disons, une fenêtre d'opportunité nouvelle du fait notamment de la fermeture des marchés. Alors, est-ce que, d'après l'étude que vous avez menée, vous avez maintenant
quelques semaines de recul peut-être, est-ce que les gens sont en train de se tourner davantage vers les circuits courts et est-ce qu'il y a cette demande justement de relocalisation de la production? Alors oui, donc nous, on a mené une enquête et on est encore en train de la mener puisqu'elle va se poursuivre jusqu'à mi-juin, qui s'intitule «Manger au temps du coronavirus» pour essayer de capter à chaud, des témoignages, de, toute personne qui a envie de nous raconter leur expérience en lien avec les systèmes alimentaires, des témoignages qui relatent l'impact de la crise du coronavirus sur nos systèmes alimentaires. Et donc on en a tiré plusieurs enseignements. D'abord, l'importance de l'alimentation en temps de crise. C'est pas un enseignement nouveau, mais c'est important à souligner. On a aussi souligné la capacité des systèmes alimentaires territorialisés à affronter une crise. Et donc, dans ce sens, on a vu beaucoup de capacités d'organisation nouvelles, que ce soit de la part des producteurs, des consommateurs en tant que citoyens, individuellement, et aussi des associations, du rôle très important aussi des associations pour pouvoir proposer des innovations innovantes pour répondre notamment à la fermeture des marchés que vous avez mentionné un peu plus tôt et qui a quand même fortement déstabilisé l'approvisionnement de nombreuses personnes en France. Donc, on a eu un boom des circuits courts, si on peut dire, avec des augmentations en chiffre d'affaires et en fréquentation très importants qui nous ont été relayés sur notre bulletin, mais qu'on a aussi pu voir dans les médias. On a des chiffres d'affaires qui ont été multipliés jusqu'à 12 dans nos témoignages, donc c'est quand même énorme, à tel point que certains ont dû arrêter, ont dû mettre des listes d'attente en place parce qu'ils n'avaient pas assez de capacité pour continuer à vendre à cette nouvelle clientèle. Donc c'est un boom qui est intéressant, mais on note dans les précédentes crises, comme par exemple la vache folle, qu'on a cette tendance à se tourner vers les circuits courts en cas de crise. Donc la vraie question, c'est est-ce que ça va perdurer? Cette crise, elle a duré longtemps, donc il y a des habitudes qui ont eu le temps de se mettre en place. On a des témoignages de consommateurs qui nous ont dit, voilà, j'ai intégré par exemple une AMAP, je souhaite y rester par la suite. Des citoyens qui sont engagés dans le montage de nouvelles manières de distribuer l'alimentation. Donc on peut penser que ceux-ci, ils vont rester. Ce sera peut-être pas le cas de tous, puisque certains n'ont pas forcément compris non plus la démarche qu'il y a derrière les circuits courts de proximité. Et donc, il y a un vrai enjeu aussi pour ces acteurs à communiquer, à expliquer pourquoi c'est important de continuer cette démarche. Et il y a aussi un rôle, juste pour terminer, des collectivités à accompagner ces démarches-là, puisque elles reposent beaucoup sur de l'auto-organisation initialement. Les collectivités sont arrivées après, mais on a besoin d'elles maintenant. Justement, c'était un petit peu la question que je voulais poser, c'est-à-dire que si on considère que ce développement pourrait constituer un petit peu les prémices d'un nouveau modèle agricole qui serait plus tourné vers la relocalisation, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se développe vraiment à une grande échelle? Alors, il manque plusieurs paramètres. Donc, comme je disais, on a besoin de l'appui des collectivités locales pour essayer d'organiser un petit peu tout ça. Il y a différents points sur lesquels elles peuvent agir. On voit beaucoup d'actions sur la restauration collective, mais c'est pas le seul levier que ces collectivités ont. Il y a un levier important qu'elles doivent actionner, c'est le levier du foncier, bien sûr, parce que si on n'a pas de terrain pour produire l'alimentation, voilà, tout s'arrête. Et ensuite, il y a des leviers à reterritorialiser tout ce qui va autour de notre système alimentaire, donc pas que la production, mais aussi la transformation et la distribution avec la mise en place de lieux pour mutualiser cette distribution, notamment ce qu'on appelle le dernier kilomètre, donc le kilomètre que le produit parcourt de son lieu de distribution jusque chez le client. D'accord. Alors, quand on parle de relocalisation, d'autonomie alimentaire à l'échelle d'un territoire, est-ce que, Anne-Cécile, ça veut dire développer une forme d'autarcie? Ou est-ce que c'est plus subtil que ça? Effectivement, je pense que c'est un peu ce qui peut déranger quand on parle d'autonomie alimentaire. C'est pour ça que nous, on préfère parler de reterritorialisation de l'alimentation, parce que on ne vise pas cette autonomie à 100 qui effectivement pourrait être synonyme d'autarcie. Alors que
que ce qu'on cherche à viser, c'est rétablir un équilibre, en fait, et à reterritorialiser une partie de notre production, donc transformation et consommation. Hem, Ça, c'est important, mais on cherche aussi à maintenir des échanges, qui soient vertueux, qui soient équitables avec, d'autres territoires. Tout simplement parce qu'en cas de crise d'un autre type, on peut aussi avoir des sécheresses, par exemple, sur nos territoires. C'est un des risques majeurs pour, cette année. Voilà, les crises, elles sont d'ordre, multiple et on ne peut pas, viser, voilà, une autonomie d'un petit territoire. C'est pas forcément la solution. Mais par contre, Oui, il y a un risque. l'autosuffisance, complète est impossible en réalité. Pas forcément impossible, mais est-ce qu'elle est Ouais. souhaitable? On peut complètement se poser la question. Est-ce qu'elle est souhaitable et est-ce qu'elle est résiliente, face à un système, voilà, qui est plein de vulnérabilités qui ont été soulignées par cette crise, face à un changement climatique qui va nous amener des crises de plus en plus, fortes en termes d'impact? Heu, c'est pas forcément souhaitable, mais encore une fois, il y a un rééquilibrage très important à faire. Il y a beaucoup de marge pour reterritorialiser, avant d'en arriver à ces questions de risque d'autarcie, je pense. D'accord. Alors Nicolas Giraud, justement la Confédération paysanne s'oppose depuis longtemps, c'est un combat historique de la conf. Elle s'oppose à la mondialisation, en matière agricole et elle prône, une agriculture, biologique, de proximité et pourtant ça reste, encore une part mineure de la production, agricole française. Si vous pouvez d'ailleurs peut-être nous redonner quelques ordres de grandeur, il me semble qu'on est à 6 à peu près, de la production agricole qui est labellisée bio en France. Donc là aussi, je m'adresse à vous, en tant que syndicaliste, et qui portait donc un certain nombre de propositions. Que faudrait-il faire, aujourd'hui pour accéder à plus d'autonomie et favoriser donc, les circuits courts? De fait, à la Confédération paysanne, on s'oppose à la mondialisation comme elle est édictée actuellement, que ce soit à l'OMC, que ce soit au travers des accords de libre-échange, parce qu'il nous semble qu'elle vient en complète contradiction avec cet enjeu de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, pour nous, on l'imagine comme une démocratie ascendante où les peuples, les paysans et les gouvernements locaux, les territoires et les pays mettent en place des politiques agricoles et alimentaires pour assurer cette souveraineté alimentaire de ces territoires-là et ainsi aboutir à une alimentation de qualité et choisie. Alors, après, bon, déjà, on n'est pas le syndicat de l'agriculture biologique. La Confédération paysanne prône une agriculture qui se reconnecte aux enjeux des territoires, ce qu'on appelle nous une agriculture paysanne, basée sur l'autonomie de nos pratiques, l'autonomie technique, l'autonomie financière et l'autonomie décisionnelle, est basée sur la répartition des volumes, c'est-à-dire permettre à un maximum de paysannes et de paysans de s'installer pour arriver justement à avancer vers cette souveraineté alimentaire. Il nous semble que l'enjeu de la souveraineté alimentaire, elle sera en partie, on pourra en partie l'obtenir si on a plus de paysannes et de paysans, si on arrive plus à installer, si on arrive mieux à transmettre les fermes que ce qui est fait actuellement et que ce qui est fait depuis plusieurs décennies. L'enjeu pour nous, c'est pour arriver à mieux installer, il faut arriver à protéger les paysannes et les paysans et déjà mieux les rémunérer que ce qui est fait actuellement. Donc, ça passe par une régulation des volumes et des marchés qui vient forcément en contradiction avec une Europe libérale et avec une construction mondialisée et libérale des échanges internationaux. Ça passe également par ce qui a été manqué, j'allais dire, au niveau de l'État français, par une rémunération par les prix, par l'interdiction de la vente à perte des produits agricoles, ce qu'on a cherché à avancer au cours de la dernière loi agriculture et alimentation. Parce que si on veut demain installer pour répondre à cette souveraineté alimentaire, eh ben, il faut arriver à sécuriser l'accès aux métiers de paysans. Et la première sécurité, c'est d'accéder à un revenu qui soit juste, qui soit stable et qui soit fait par les prix et non pas par les primes comme c'est fait majoritairement actuellement.
Donc on comprend bien, Nicolas Giraud, qu'il y a effectivement un besoin de main-d'œuvre et de sécuriser le métier de paysan. On l'a vu d'ailleurs, ça aussi pendant le confinement, la fermeture des frontières, a empêché, la venue habituelle des travailleurs saisonniers, des étrangers qui viennent, pour les récoltes et les semis, en France. Et donc ça a révélé aussi notre extrême dépendance à une main-d'œuvre, immigrée et donc ça révèle aussi effectivement le besoin, de main-d'œuvre dans les champs, en France et puis on sait aussi que, le monde agricole est touché par une grande, précarité et que là aussi évidemment ça demande, un gros travail pour faire revenir, ce secteur, et lui redonner en tout cas, une certaine prospérité. Alors, est-ce qu'au-delà de ça, d'après vous, Nicolas Giraud, il faut aussi plus d'intervention de l'État? Un État un peu plus régulateur pour, justement, s'autonomiser, des flux, internationaux? Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de l'État français qu'on peut penser plus d'intervention et plus de régulation, mais en tout cas, nous, on la demande et on la revendique au niveau européen, au niveau de la régulation, notamment des volumes, pour arriver à réguler les prix et les marchés. On a travaillé avec différentes organisations européennes, notamment sur le lait, qui a été régulé pendant très longtemps avec des quotas laitiers. L'enjeu n'est pas forcément de revenir à des quotas fixes comme ils ont existé auparavant, mais d'avoir une intervention politique sur l'économique qui permette de contraindre et donc de réguler les marchés au moment où les prix s'effondrent et d'arrêter de gérer les crises une fois qu'elles sont là. L'enjeu de la régulation des volumes, c'est de pouvoir arriver au travers notamment ce qu'on nous propose, c'est ce qu'on appelle un tunnel de prix au niveau du marché du lait européen. C'est arriver à avoir quelque part une caisse de solidarité qui serait abondée par l'ensemble de la filière quand les marchés sont porteurs. Au moment où les marchés sont porteurs, les vannes de la production sont également plus facilement ouvertes. Et à partir du moment où les marchés se tendent, où les prix commencent à baisser, on active des mécanismes de régulation des volumes, de diminution des volumes, qui sont au départ volontaires, indemnisés par cette caisse de solidarité, puis qui deviennent obligatoires si cette solidarité volontaire n'a pas permis d'endiguer la crise, pour quelque part arriver à avoir une maîtrise des volumes en fonction de la demande qui est en face de nous et qui n'est pas une offre qui soit complètement et continuellement déconnectée de la demande. Moi, vous le disiez tout à l'heure, je suis producteur de lait, mais producteur de lait à compter dans une région où on continue à réguler les volumes. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle les producteurs de lait à compter sont bien rémunérés, mais c'est un des fondements sur lequel la bonne rémunération des producteurs et des productrices. Ça a d'ailleurs marqué quand on débattait sur le futur projet commune au niveau français, marqué que les systèmes AOP ou IGP qui les a mis en place ont bien fonctionné. Donc c'est quelque chose qui marche. Nous, il nous semble que quand quelque chose marche, il faut chercher à l'élargir plutôt que de chercher à le maintenir dans des limites qui ne sont pas intéressantes pour beaucoup. Une maîtrise des volumes donc. Frédéric Courleux, votre avis là-dessus? Est-ce que l'Union européenne a un rôle à jouer là-dedans aussi? Bien sûr, il faut penser l'évolution de l'agriculture au travers des évolutions de la politique agricole commune. Là, avec le Green Deal, il y a une ambition très forte affichée d'améliorer et de limiter les impacts environnementaux des activités humaines. Et ça doit pouvoir être un levier pour faire évoluer une politique agricole commune qui, malheureusement, depuis maintenant 3 décennies, est partie dans une logique néolibérale où on donne des rentes à l'hectare à des agriculteurs, que les prix soient hauts, que les prix soient bas, que les revenus soient hauts, que les revenus soient bas, et peu importe les modes de production. Donc, on n'a plus de capacité d'orientation de la production.
une logique néolibérale où, on le voit bien là en période de crise, on préfère donner le feu vert pour la constitution de cartels. C'est l'article 222 qui vient d'être activé là, il y a quelques semaines par la Commission européenne. On envoie comme message aux acteurs économiques, allez-y, entendez-vous pour former un cartel, pour réduire la production et faire remonter les prix, alors que précédemment, la PAC avait plutôt des modes d'action publics où c'était une décision politique qui disait on va réduire la production, on va mettre en jachère, on va mettre des quotas. Donc on voit ce glissement vers une logique néolibérale qui malheureusement n'est pas bonne pour l'environnement. Et je suis convaincu qu'il faut aller de pair sur les questions environnementales et sur les questions de sécurité alimentaire. L'un ne va pas sans l'autre, c'est les deux faces d'une même pièce au final. Pour illustrer par rapport à ce que a dit tout à l'heure Anne-Cécile, aujourd'hui, effectivement, pour sécuriser l'approvisionnement, il faut pouvoir avoir des échanges, c'est évident. S'il y a une grave sécheresse sur une zone localisée, il faut pouvoir faire jouer la loi des grands nombres, comme disent les économistes, de manière à pouvoir avoir des échanges pour suppléer des déficits de production localisés. C'est évident. Et le problème, c'est que le développement du commerce non régulé se traduit par une spécialisation des territoires. Et cette spécialisation des territoires, au final, elle fragilise l'ensemble de la sécurité alimentaire mondiale, parce que voilà, si un pays est complètement spécialisé sur une production et qu'il lui arrive quelque chose, tout le monde est en risque. Donc on voit bien l'importance de repenser de la régulation, de revoir les règles du commerce international et de l'OMC, qui, depuis qu'elles existent depuis 1994, interdisent les stocks stabilisateurs. Bon, heureusement, les Chinois, les Indiens et la plupart des pays ne respectent pas ces règles-là, mais voilà, c'est notre problème de moins. On a été à l'initiative de ces règles-là. Elles ont malheureusement été battues sur une hypothèse d'efficience des marchés, que les marchés s'autorégulaient. Il faut pouvoir dépasser tout ça, surtout nous, Européens, qui jusqu'alors souhaitions envoyer une image de bon élève du multilatéralisme. Alors que c'est précisément le contraire. On n'est plus force de là-dessus, justement, de la crise. Oui, tout à fait. Là-dessus, il y a encore du travail puisque l'Union européenne poursuit sa politique pour l'instant d'accord de libre-échange et on l'a vu justement pendant cette crise, encore une fois, puisque la Commission européenne a conclu un accord avec le Mexique. Donc, on a encore pas mal de chemin devant nous. On en reparlera dans Mediapart. Continuez à nous suivre. Merci à tous les trois. Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération paysanne, Frédéric Courleux, directeur des études d'agriculture stratégie, et puis Anne-Cécile Brie, ingénieure de recherche dans le réseau RMT Alimentation Locale. Merci Amélie, à bientôt. Au revoir Mathieu. Et on te lit bien sûr sur Mediapart. À l'air libre, c'est terminé pour aujourd'hui. Écrivez-nous à l'airlibre@mediapart.fr. Surtout, abonnez-vous. Mediapart, vous le savez, ne vous informe que grâce aux abonnements. Bonne soirée.